Dans ma famille, le fils obtient tout mais mes parents payaient le loyer de mon frère, lui ont payé une maison, et ont même effacé ses dettes. Lors du dîner de Noël, il a découvert que j'avais discrètement bâti par moi-même une entreprise de 25 millions de dollars. Il s'est effondré au sol en pleurant et a exigé que je lui donne au moins 15 millions de dollars, tandis que maman hurlait que j'avais volé son avenir. Je m'appelle Georgia, j'ai 34 ans, et j'ai bâti une entreprise d'aide à domicile à partir d'une seule cliente et d'une berline d'occasion. C'est le Noël où ma famille a appris ce que le silence avait réellement acheté. Si vous avez déjà été la personne forte à qui personne ne pense, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai quitté Columbus le dimanche précédent Noël en voiture. Comme chaque année depuis mon départ, j'ai roulé pendant 1h15 sur une autoroute grise et plate, avant de tourner dans la rue de mes parents à Dayton. La même couronne, le même renne en plastique penché dans le jardin. À l'intérieur, l'horloge en forme de soleil au-dessus de la table faisait entendre son tic-tac, exactement comme durant toute mon enfance. Bruyante dans le silence qui séparait ce que les gens voulaient diser. Ma mère, Carole, sortait du four un jambon piqué de clous de girofle, et son odeur m'a frappé comme une version plus jeune de moi-même. Georgia, a-t-elle dit, sans se retourner. Dresse la table avec la belle porcelaine. Elle est dans le buffet. J'ai ouvert le buffet et elle était là, les assiettes couleur crème avec un mince liseré doré. Je me souvenais du magasin. Je me souvenais de la carte que j'avais tendue au vendeur à 23 ans parce que celle de ma mère ne fonctionnait pas et que Brett avait besoin de belles choses pour sa pendaison de crémaillère. Je n'ai jamais été remboursé. Je n'ai jamais rien demandé. J'ai aligné les assiettes de toute façon, une par une, les liserés dorés captant la lumière. 6 couverts, celui de Brett en bout de table, le mien près de la porte. Mon père, Denny, est entré en sentant le garage et m'a tapé sur l'épaule comme si j'étais une livraison arrivée à l'heure. La voilà, a-t-il dit. La débordée. C'était toujours mon nom dans cette maison. La débordée. La capable. Celle qui n'avait besoin de rien. J'avais payé une plus grande partie de cette pièce que quiconque assis autour de la table ne le soupçonnait. Et j'étais sur le point de découvrir ce que cela valait à leurs yeux. On apprend vite le calcul d'une famille. Le mien était simple. Quand Brett a voulu reprendre ses études à 26 ans, mes parents ont payé les frais de scolarité 2 fois parce que la première tentative n'avait pas fonctionné. Quand son appartement est devenu trop cher, ils ont couvert son loyer pendant 2 ans et ont appelé cela une période difficile. Quand son camion a été saisi, mon père s'est déplacé à l'aube et a payé la fourrière en espèces pour que les voisins ne voient rien. J'ai appris tout cela indirectement lors des fêtes, présentées comme de chaleureuses histoires de famille. Mes propres périodes difficiles, je les gérais seul parce que c'était mon rôle. À 18 ans, j'ai demandé à ma mère de co-signer un dépôt de garantie de 400 $ pour un studio. Elle m'a regardé par-dessus son café et a prononcé cette phrase que j'allais réentendre sous une centaine de formes au fil des ans, « Chérie, on ne peut parier que sur un seul cheval. » Elle parlait de Brett. Elle parlait toujours de Brett. Elle croyait comme une écriture sainte qu'un fils faisait avancer la famille et qu'une fille se débrouillait seule. Alors je me suis débrouillé seul. J'ai fait des doubles services. J'ai payé ce dépôt de garantie avec mes pourboires. Et chaque Noël, je descendais et je regardais le « cheval unique » obtenir un peu plus. Et je me disais que cela ne m'atteignait plus. Ce dimanche-là, en alignant les assiettes au liseré doré que j'avais payé, j'y ai presque cru. Puis ma mère m'a souri, d'un air trop doux, et m'a demandé comment allait ma petite entreprise d'aide à domicile. Et j'ai compris, de la même façon qu'on presse la météo, que quelque chose était déjà en marche. Elle ne m'avait jamais posé la question auparavant. Je ne savais tout simplement pas encore ce qu'elle avait appris. Voici comment je m'en suis sorti. Au cas où vous penseriez que j'étais le genre de femme à s'asseoir sur cette chaise pleine de courant d'air et à tout accepter, je suis parti à 18 ans avec 2 sacs de voyage et un diplôme d'aide-soignante, CNA, que je m'étais payé moi-même. Cela signifiait que je pouvais laver un inconnu, soulever un homme adulte qui était tombé, rester assise avec quelqu'un à 3 heures du matin quand la peur surgissait. Ma première véritable cliente a été une femme de 91 ans nommée Patricia Vance, et elle a changé le cours de ma vie. Patricia avait enterré un mari et survécu à 2 de ses propres enfants, et elle ne tolérait pas la bêtise, y compris la mienne. La première semaine, je m'excusais pour tout. Je m'excusais pour la circulation, pour la météo,
pour occuper de l'espace. Patricia a posé sa tasse de thé et m'a regardé. Arrête ça, a-t-elle dit. Les gens te traitent selon la valeur que tu te donnes. Tu te donnes gratuitement. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai commencé à facturer ce que valaient mes heures. J'ai commencé à dire non. Patricia est devenue ce qui se rapprochait le plus d'une véritable mère pour moi, ce qui est une chose étrange à dire à propos d'une cliente, mais la famille se résume surtout à ceux qui se montrent présents. J'ai passé 8 ans à apprendre la seule chose que mes propres parents ne m'avaient jamais enseignée, être indispensable n'est pas la même chose qu'être aimé. Et on peut être à la fois la personne la plus forte dans une pièce et celle qui la soutient. Je n'avais simplement pas encore appris comment poser la pièce par terre. Cette leçon était encore à venir. Elle est arrivée vêtue d'un pull de Noël avec la voix de ma mère en arrière-plan. La signature a eu lieu quand j'avais 23 ans. J'avais alors quelque chose dont mes parents avaient soudainement besoin, un historique de crédit vierge et un peu d'argent de côté. Brett avait trouvé une maison à Dayton, un pavillon de plein pied avec un érable dans le jardin. Et il la voulait désespérément. Le problème, c'était Brett. Il avait 2 saisies à son actif, une cote de crédit au plus bas et un emploi qu'il occupait depuis seulement 6 semaines. Aucun prêteur ne voulait de lui seul. Alors, mes parents sont montés à Columbus un samedi avec un dossier et un plan. Nous avons juste besoin de ton nom dessus, a dit ma mère en faisant glisser des papiers sur ma table de cuisine. C'est une formalité. Tu as un bon crédit. Ça protège la famille. Mon père a ajouté la partie qui m'a touché, tu aiderais ton frère à construire quelque chose. Il a besoin d'un coup de pouce. Tu as déjà le tien. J'avais 23 ans. Je voulais plus que tout être enfin la fille qui aide, au lieu de celle dont on attendait simplement qu'elle aille bien. Alors j'ai signé. Je n'ai pas co-signé comme on soutient un ami. Ils m'ont inscrite comme co-emprunteuse sur le prêt et sur le billet à ordre, mon nom à côté de celui de Brett, comme une partenaire. J'ai même versé $4000 de mes propres économies pour l'apport initial parce que le don d'argent promis était tombé à l'eau au dernier moment. Ils m'ont dit que mon nom serait retiré dans 1 an ou 2. Une fois que Brett serait sur ses pieds, je les ai crus. C'était la dernière fois que ma confiance me coûtait, car j'ai appris la leçon. Mais la signature est restée, et mon nom aussi, pendant 11 ans sur une maison dont tout le monde dans ma famille jurait qu'ils l'avaient achetée pour leur fils. Je veux être clair sur un point, car je sais ce que cela laisse penser. Je n'ai pas gardé ce prêt pendant 11 ans par faiblesse. J'ai essayé de m'en retirer plus de fois que je ne peux le compter. Voici le piège, et il est bien réel. Quand on est co-emprunteur, on ne peut pas simplement s'en aller. La seule façon de retirer son nom d'une hypothèque est que l'autre personne refinance l'intégralité du prêt sous son seul nom. Et pour refinancer, il fallait que Brett soit qualifié seul. Il n'a jamais pu. Chaque fois que j'insistais, la réponse de la banque était la même, ses revenus n'étaient pas stables, son crédit était un désastre. Le prêt est resté exactement là où il était, avec nos 2 noms dessus. J'avais donc un choix qui n'en était pas un. Si Brett manquait un paiement et laissait le prêt en défaut, cela ne l'effondrerait pas seulement lui, cela détruirait aussi mon crédit. Ce même crédit que j'utilisais pour bâtir une entreprise à partir de rien. Alors, quand il n'avait pas les fonds, ce qui arrivait souvent, je comblais discrètement la différence. Quelques centaines de dollars ici, 1200 cents là. Je notais chaque dollar dans un carnet que je gardais dans mon bureau. Non pas parce que je prévoyais de m'en servir, mais parce que les soignants notent tout. On écrit ce qu'on donne pour ne pas se perdre de vue. Brett ne l'a jamais su. Mes parents ne l'ont jamais su. Ils étaient trop occupés à raconter aux voisins comment ils avaient acheté une maison à leur fils pour remarquer que le crédit qui la soutenait appartenait à la fille dont ils juraient qu'elle n'avait besoin de rien. Le fils prodigue vivait sur le nom de la fille forte. Ils ne pouvaient tout simplement pas voir le sol sur lequel ils se tenaient. Pendant que je soutenais discrètement la maison de Brett, je construisais mon propre projet, et personne ne m'a jamais posé une seule question à ce sujet. Tout a commencé avec Patricia, lorsque son agence habituelle lui envoyait sans cesse des aides différentes qui ne connaissaient pas ses médicaments. J'ai commencé à combler les manques moi-même en dehors de mes heures. Puis, d'autres familles de son immeuble en ont entendu parler, elles voulaient quelqu'un de stable, quelqu'un qui se montre présent. Quelqu'un qui traite leur mère comme une personne et non comme une tâche sur une feuille. J'ai embauché une aide, puis 3. Je l'ai appelé Artstead Home Care, parce qu'un foyer, Art, est ce autour de quoi une maison se construit,
et que j'avais passé ma vie à réchauffer les maisons des autres. Je gérais cela depuis une berline d'occasion de 200 000 miles au compteur et une table pliante dans mon appartement. J'ai appris la gestion des salaires à minuit. J'ai appris la planification, les codes de facturation, les licences d'État, toute la brutale arithmétique des soins aux personnes pour gagner ma vie. 8 ans plus tard, Artstead comptait 90 soignants et couvrait 3 comtés. Et nous étions connus comme l'agence qui ne vous laissait pas tomber. Cette réputation était notre principal atout. Un grand groupe de services de santé nous a contactés. Comme ils le font lorsque quelque chose de petit est bien géré. Ils voulaient acheter. J'ai passé 4 mois en audit de due diligence, dans des salles pleines d'avocats, à tenir bon sur la seule condition que je refusais d'abandonner, chaque soignant conservait son emploi. Le jour de la clôture de la transaction, Artstead s'est vendu pour 25 millions de dollars. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking et j'ai appelé Patricia. Pas ma mère. Patricia. C'était la seule personne à qui je voulais le dire. Bien, a-t-elle dit. Maintenant, ne laisse jamais personne te faire sentir petite pour cela. J'aurais dû l'écrire aussi. La vente a été conclue fin septembre, 3 mois avant ce Noël. Je n'en ai parlé à presque personne. Les gens s'imaginent qu'on annonce une chose pareille, qu'on voudrait que la famille nous voie enfin. Pas moi. Je savais exactement ce qui se passerait le jour où ma famille apprendrait qu'il y avait de l'argent. J'avais vu cela arriver à d'autres. L'argent ne change pas ce qu'est une famille. Il ne fait qu'augmenter le volume. Alors, j'ai gardé cela pour moi. J'ai remboursé ma petite hypothèque personnelle à Columbus. J'ai mis la majeure partie du reste de côté, sans y toucher, car j'avais appris à mes dépens que le premier réflexe de personnes qui n'ont jamais rien gagné par elles-mêmes est de dépenser votre argent. J'ai de même pris mes précautions. La chose que je veux que vous remarquiez, j'ai appelé la banque qui détenait le prêt de Brett et j'ai demandé à nouveau ce qu'il faudrait pour que mon nom soit retiré. Même réponse. Brett devait refinancer. Brett ne le pouvait toujours pas. Alors, j'ai laissé tomber, j'ai continué ma vie tranquille, et je me suis dit que je m'occuperais de la maison après la nouvelle année. J'y ai presque cru. Ce que je n'avais pas prévu, c'était Ashley. La femme de mon frère avait l'habitude de faire défiler les réseaux sociaux, et elle est tombée sur un article contenant le nom de mon entreprise. Un portrait d'entreprise locale. Artstead Home Care acquise lors d'une transaction à 8 chiffres. Mon visage en petit dans un coin. Elle l'a lu 2 fois. Puis elle a fait la chose qui a tout déclenché. Elle a pris son téléphone et a appelé ma mère. Et la porte de toute cette année s'est ouverte en grand, le loquet cassé comme d'habitude. Je sais comment se sont déroulés les appels, car Ashley aime avoir un public. Et elle a raconté l'histoire plus tard comme si elle m'avait rendu service. Elle a lu le titre à ma mère au téléphone. 8 chiffres, a-t-elle dit lentement, comme on pose des cartes sur table. 25 millions, estimait l'article. Ma mère est restée silencieuse, puis a demandé à Ashley de le relire. Voici ce que j'ai compris à la seconde même où mon propre téléphone a commencé à sonner plus qu'il ne l'avait fait de toute l'année, la famille pour qui j'avais été invisible pendant 34 ans venait soudainement de s'intéresser de très près à moi. Ma mère m'a appelé le mardi, douce comme son jambon, on ne te voit plus jamais. Viens plus tôt cette année, m'a écrit Brett par SMS, ce qu'il ne faisait jamais. Un message enjoué avec trop de points d'exclamation. Mon père m'a appelé pour me demander si ma voiture allait bien, ce qui était sa façon de tourner autour de l'argent sans prononcer le mot. J'ai observé tout cela se dérouler avec un calme étrange parce que j'avais prédit chaque mouvement. Je suis une personne qui prévoit les chutes. C'est le métier. Vous regardez un escalier et vous voyez où quelqu'un pourrait tomber. J'ai regardé ma famille et j'ai vu exactement où cela menait. Ce que je n'avais pas encore décidé, c'était ce que j'allais faire une fois là-bas. J'avais une maison à mon nom, un carnet rempli de dollars silencieux, et un frère qui était sur le point d'apprendre que le sol sous ses pieds m'appartenait. Je n'avais simplement pas encore retiré le sol. Cette semaine-là, j'ai commencé à m'y préparer. J'ai bien failli ne pas descendre du tout cette année-là. Mon instinct me disait, n'y va pas. Mais Patricia avait 91 ans, et je lui avais promis d'arrêter de fuir des pièces dans lesquelles j'avais parfaitement le droit de m'asseoir. Alors, j'y suis allé. Si vous êtes déjà entré dans la cuisine de votre famille en vous y préparant psychologiquement, en serrant déjà le volant à 2 rues de là, vous savez exactement ce que j'ai ressenti en prenant cette sortie.
Laissez un commentaire, déjà vécu. Continuons. Les appels continuaient d'arriver et ils changeaient constamment de forme. D'abord c'était de l'amour, puis c'était du besoin. Dès la 2e semaine de décembre, ma mère avait cessé de prétendre que ses appels étaient motivés par le fait que je lui manquais. Ton frère traverse une période difficile, a-t-elle dit. Tu sais à quel point une maison engloutit de l'argent? Je savais mieux qu'elle à quel point la maison engloutissait de l'argent. Je la nourrissais depuis 11 ans. Il est fier. Il ne demandera rien, a-t-elle poursuivi. Mais la famille s'entraide. Tu es dans une bonne situation maintenant. Voilà. Enfin, la fameuse situation. Il aurait besoin d'un peu d'aide pour se mettre à jour dans ses paiements, a-t-elle dit. Tu n'en as pas besoin. Lui, si. Elle l'a dit comme elle l'avait dit toute ma vie. Comme une loi de la nature. Tu n'en as pas besoin. Lui, si. Comme si le besoin était la seule monnaie qui comptait, et que la compétence vous excluait de toute bienveillance. Je me suis assise dans ma cuisine à Columbus, à la même table où j'avais signé ces papiers à 23 ans, j'ai senti quelque chose de vieux et de fatigué devenir enfin froid et limpide. Je n'ai pas discuté. Discuter était l'ancien rôle, celui où je m'expliquais et où je perdais de toute façon. Au lieu de cela, j'ai dit que j'allais y réfléchir, et j'ai raccroché. Et j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite en 34 ans de rôle de débordé, j'ai appelé un avocat. Non pas pour les combattre, mais pour comprendre exactement où j'en étais par rapport à cette maison que je soutenais en silence depuis que j'étais moi-même une gamine. S'il voulait parler de qui méritait quoi, je voulais connaître la vérité sur papier. Avant de m'asseoir à cette table de Noël, j'ai pris rendez-vous pour le jeudi. Le cabinet d'Aaron Webb se trouvait au-dessus d'une boulangerie, ce que j'ai pris pour un bon signe car quiconque travaille avec l'odeur du pain chaud ne peut pas être tout à fait mauvais. Ce était un avocat spécialisé en immobilier et en droit des personnes âgées, dans la soixantaine. Le genre de calme qui vient du fait d'avoir regardé des familles se déchirer pendant 30 ans. J'ai tout exposé, la signature en tant que co-emprunteuse, l'apport initial, les 11 ans de paiement discret, le carnet. Il a écouté sans m'interrompre, ce que les avocats font rarement. Et quand j'ai eu fini, il s'est adossé. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, a-t-il dit. Vous n'êtes pas co-signataire. Vous êtes co-emprunteuse. Votre nom figure sur le billet à ordre et très probablement sur le titre de propriété. Il a laissé un silence. Ce n'est pas rien, mademoiselle Palmer. C'est de la propriété. J'avais passé 11 ans à me considérer comme le filet de sécurité de Brett, un fardeau que je portais. Aaron me disait que j'étais sur le papier propriétaire de la moitié de cette maison. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ai-je demandé. Il a écarté les mains. Plusieurs choses. Vous pourriez poursuivre votre frère pour récupérer les paiements que vous avez couverts. Vous pourriez demander à forcer une vente et récupérer votre part. Vous pourriez faire beaucoup de bruit. C'était la voix que je sentais les gens attendre de moi. Celle que vous attendez probablement aussi. Le procès, le règlement de compte. Traîner les dettes secrètes de Brett au grand jour et le laisser s'y noyer. Je me suis posé avec cette idée. Elle avait un poids satisfaisant. Le genre de revanche qui se termine sous les yeux de tous. Aaron a dû voir passer quelque chose sur mon visage car il a ajouté doucement, mais le bruit vous maintient lié à cette maison et à eux plus longtemps. Pensez à ce avec quoi vous voulez réellement repartir. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Je commençais à être habitué à cette réplique. Avant que je parte, Aaron m'a dressé un tableau plus clair. Et c'est le tableau dont vous avez besoin vous aussi, car c'est la charnière sur laquelle toute la soirée va pivoter. Un co-signataire, a-t-il dit, est redevable de la dette, mais ne possède rien. C'est juste un nom que la banque peut poursuivre. Il a tapoté la table. Un co-emprunteur est différent. Vous devez la dette et vous possédez une part. Vous avez des droits. On ne peut pas vous retirer sans votre consentement et on ne peut pas simplement vous effacer. Puis il m'a dit la partie la plus importante, la seule façon propre de retirer votre nom de ce prêt est que votre frère le refinance entièrement à son seul nom. Et pour cela, il doit être qualifié seul. J'ai dit, oui. Nous nous sommes regardés. Nous connaissions tous les deux Brett. En 11 ans, a dit prudemment Aaron, la situation financière de votre frère s'est-elle assez améliorée pour qu'il puisse prétendre à cette maison seul? Aujourd'hui, sans vous?
J'ai failli rire. Brett avait refinancé cette maison 3 fois à ma connaissance, retirant du liquide à chaque fois, s'appuyant de plus en plus sur la valeur nette que mes paiements avaient protégée. Sa maison était une tour d'emprunt dont mon nom tenait la brique du bas. Non, ai-je dit. Il ne peut pas se qualifier pour un prêt. Il ne l'a jamais pu. Aaron a hoché la tête lentement, comme un homme qui regarde un problème se résoudre de lui-même. Alors vous avez plus de poids que vous ne le pensez, a-t-il dit. La question n'est pas de savoir si vous pouvez agir, mais quel bruit vous voulez faire en le faisant. Je suis rentré à Columbus cet après-midi-là avec 2 chemins devant moi. Le bruyant, le procès, le grand déballage public de tout ce que Brett avait caché, et un autre chemin, plus silencieux, que je ne voyais pas encore clairement. Il était pourtant déjà là. Je ne m'étais simplement pas tourné vers lui. Ce soir-là, j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai répertorié. J'ai extrait tous les documents auxquels j'avais accès en tant que co-emprunteuse, ce qui s'est avéré considérable, car la banque m'envoyait des avis depuis 11 ans que j'avais classés sans jamais vraiment les lire. Relevé, proposition de remboursement total, historique des refinancements, tout était étalé sur ma table de cuisine. La maison de Brett racontait une histoire que personne dans ma famille n'avait jamais entendue à voix haute. Le prêt initial lors de l'achat était modeste. Puis sont venus les refinancements. Chacun d'eux avait servi à retirer du liquide pour quelque chose. Un bateau une année, une opportunité commerciale une autre. Les frais de scolarité que mes parents pensaient avoir payés en totalité avaient en réalité été intégrés discrètement à la dette de la maison. À chaque fois, le solde grimpait. À chaque fois, mon nom était de la partie, car on ne peut pas refinancer le prêt d'un co-emprunteur sans ce dernier. À chaque fois, il faisait glisser les pages sur une table de cuisine, me montrait la ligne, et je signais là où le doigt de Brett se posait, confiante que c'était une simple routine, de la façon dont on m'avait habitué à faire confiance. Je n'avais jamais lu plus loin que ma propre signature. Ce fut la première nuit où j'ai mis tout l'historique à plat et où j'ai réellement lu ce que j'avais signé. La maison dont mes parents se vantaient d'avoir acheté l'exclusivité pour leur fils était hypothéquée jusqu'au cou, et la seule raison pour laquelle elle ne s'était pas effondrée sous son propre poids était cette fille qui en couvrait discrètement les fins de mois difficiles. Je suis resté assise là un long moment, dehors ma propre rue était sombre et payée. J'ai pensé à tous ces Noëls où j'étais rentré chez moi en me sentant comme la parente pauvre, alors que la vérité était tout autre. Je n'étais pas le cas social de la famille. J'en étais la fondation. Ils avaient simplement construit toute la maison en lui faisant tourner le dos, de sorte que personne n'ait jamais à me regarder. Quelque chose en moi est devenu très immobile. Pas en colère, juste immobile. Demain, je retrouverai le dossier d'origine. Je voulais revoir ma propre signature de mes propres yeux. Le dossier était dans le tiroir du bas de mon bureau. Une simple pochette en carton Kraft, aux coins usés par 11 années de déplacement sans jamais l'ouvrir. Les documents de clôture. J'ai fait du café, je m'ai assise et j'ai lu chaque page comme s'il s'agissait du dossier d'un patient, lentement, à la recherche de ce qui comptait. La page 4 était le billet à ordre, et tout en bas, à côté de la signature bouclée de mon frère, il y avait la mienne. Georgia Palmer, 23 ans, à l'encre bleue. Appliqué. La signature d'une fille qui pensait qu'on lui faisait enfin confiance pour quelque chose. Co-emprunteuse, pas co-signataire, propriétaire. Je suis resté le doigt posé dessus pendant un long moment. Puis j'ai sorti le carnet, mon vrai carnet, celui où j'avais noté chaque retard de paiement depuis 11 ans, et j'ai fait le total pour la première fois. Je ne m'étais jamais permis de faire l'addition auparavant. 71 420 $. C'était ce que j'avais discrètement versé dans la maison de Brett pour l'empêcher de s'effondrer. 71 000 $, dans une famille où j'avais dû payer mon propre dépôt de garantie d'appartement avec mes pourboires à 18 ans. Je n'ai pas pleuré pour cela, et je ne prétendrai pas le contraire. J'ai juste regardé la page 4, la signature bleue et ce chiffre. Et j'ai compris que je m'étais raconté la mauvaise histoire toute ma vie. L'histoire où j'étais celle qui prenait, alors que depuis le début, le livre des comptes disait tout le contraire. Cette signature était la chose la plus importante de toute cette histoire. Alors gardez-la en mémoire, page 4. Mon nom à côté du sien, 71 420 $. Tout ce qui s'est passé à cette table de Noël s'est résumé à ces 3 choses. Et une seule personne dans la famille savait qu'elles existaient. Moi. J'ai appelé Aaron le lendemain matin et je lui ai dit de commencer à monter le dossier,
l'action en recouvrement, la requête. Je voulais savoir ce qu'il faudrait pour poursuivre Brett pour les 71 000 $ et forcer la vente de la maison. Et je voulais que la famille le voie venir. Il m'a de nouveau mis en garde, le même avertissement bienveillant qu'un procès me lierait à eux tous pendant 1 an ou plus. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Je me disais que c'était une décision forte. Celle où je cessais d'être invisible et où je les obligeais enfin tous à regarder les comptes. Pendant quelques jours, c'est exactement là que je me dirigeais, et la nouvelle s'est propagée comme c'est souvent le cas dans les familles. Ashley a appris par quelqu'un que j'avais engagé un avocat. Ma mère m'a appelé, déstabilisé pour la première fois, exigeant de savoir si j'allais vraiment traîner mon frère en justice pour une maison. Je n'ai pas nié. Je les ai laissés mijoter. Qu'ils imaginent la salle d'audience, le déballage public de tout ce qu'ils avaient caché. Je ne suis pas fier de voir à quel point cela faisait du bien. Puis, un matin, la réalité m'a rattrapé. J'étais sous la douche quand je me suis surprise à répéter mon témoignage à haute voix, à me disputer avec un Brett qui n'était même pas dans la pièce. La mâchoire serrée, l'eau devenue froide. J'avais passé 34 ans à vivre à l'intérieur de la cuisine de cette famille, et maintenant je dressais des plans pour y construire une nouvelle pièce, dotée d'une barre de tribunal. C'est alors que, tard dans la nuit, seul avec le dossier et ce chiffre, quelque chose m'a tracassé. Un procès me mettrait dans la même pièce que l'avocat de Brett pendant 1 an. Cela maintiendrait mon nom soudé à cette maison à chaque audience. Cela ferait de moi, une fois de plus, celle qui portait tout le projet, simplement dans un bâtiment différent avec un éclairage moins bon. Je gagnerais peut-être, mais je serais toujours en train de porter la maison. Et j'étais tellement fatigué de porter la maison. Je ne savais pas encore quel était l'autre chemin, mais je savais que le chemin bruyant me ramenait directement sur la chaise près de la porte cassée. Alors, je suis allé voir Patricia. Patricia avait maintenant 91 ans et l'esprit plus vif que des personnes ayant la moitié de son âge. Elle vivait dans un appartement soigné au sein d'une résidence assistée que je l'avais aidée à choisir, et elle préparait toujours le thé comme un rituel. Je lui ai tout raconté, la vente, la maison, la signature, l'avocat, les 71 000 $. Elle a écouté comme toujours, les mains jointes, sans rien manquer. Quand j'ai eu fini, elle ne m'a pas dit que j'avais raison, ce que la famille est censée faire. Elle m'a posé une question à la place. Georgia, a-t-elle dit. Veux-tu gagner ou veux-tu être libre? J'ai ouvert la bouche pour dire les deux. Elle a levé un doigt avant que je ne puisse le faire. Ce n'est pas la même chose, a-t-elle dit. Gagner te maintient sur le ring. Être libre signifie que tu en sors. Elle a bu une gorgée de son thé. Tu as été sur le ring toute ta vie, ma chérie. Même ta vengeance est une façon d'y rester. Le procès, la salle d'audience, les forcer à regarder. C'est encore toi en train de jouer un rôle pour des gens qui n'ont jamais applaudi. Elle a posé sa tasse. Alors, ne te bats pas contre eux pour cette maison. Arrête simplement de la porter et laisse la maison leur dire la vérité. Tu as été trop gentil pour le leur dire toi-même. Quelque chose a basculé en moi. De manière silencieuse et définitive. J'avais prévu de jeter tout le poids de cette maison au visage de ma famille. Patricia me disait de simplement la poser par terre, de faire un pas en arrière et de regarder. Pendant 11 ans, j'avais été celle qui l'empêchait de s'effondrer. La chose la plus puissante que je pouvais faire était de ne rien faire. Je devais simplement m'arrêter. Je suis rentré chez moi en voiture avec la question de Patricia qui tournait dans ma tête. Et quelque part sur cette autoroute grise, tout s'est mis en place. Je n'avais besoin de poursuivre personne. Je n'avais pas besoin d'un tribunal, d'un règlement de compte public ou de hausser la voix une seule fois. J'avais juste besoin d'arrêter d'être le sol sous leurs pieds. Voici ce que j'ai compris. Pendant 11 ans, la seule chose qui permettait à la maison de Brett de tenir debout était que je comblais discrètement les manques pour que le prêt ne soit jamais en défaut. Si j'arrêtais tout simplement, la maison arriverait à échéance d'elle-même. Brett accumulerait du retard, comme il l'avait toujours fait. Et cette fois-ci, aucun chèque discret n'apparaîtrait de Columbus pour le sauver. Et la seule issue pour lui serait la porte que je lui indiquais depuis une décennie, refinancer le prêt à son propre nom, ce qu'il était incapable de faire. Il n'avait pas pu se qualifier pour un prêt en 11 ans, et il ne le pourrait certainement pas maintenant avec une maison hypothéquée jusqu'au plafond. Sans moi,
le calcul n'avait qu'une seule réponse, la maison devrait être vendue pour rembourser le billet à ordre. Et lors de la vente, mon nom en serait enfin retiré proprement. Je serais libre, non pas par un combat, mais par soustraction. La vengeance que ma famille ne verrait jamais venir n'était pas une attaque. C'était une absence. J'allais simplement retirer la seule chose dont ils n'avaient jamais remarqué la présence. C'était la chose la plus conforme à ma nature que je puisse faire. Une soignante ne brise pas le corps pour prouver quelque chose. Elle arrête de soutenir ce qui n'a jamais été sain et le laisse trouver son propre équilibre. Ma famille Adspend 34 ans a insisté sur le fait que je n'avais besoin de rien et que le fils prodige avait besoin de tout. Très bien, je leur donnerai exactement la structure familiale qu'ils avaient eux-mêmes conçue. Une structure où je ne donnais rien, et où nous verrions enfin tous qui soutenait qui. J'ai appelé Aaron Hunt, je lui ai dit que je changeais de direction. Pas de procès. Il est resté silencieux une seconde. Puis j'ai perçu comme du respect dans sa voix. Racontez-moi, a-t-il dit. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit que je voulais faire 2 choses simples et légales. Premièrement, je cesserai de couvrir les découvertes de Brett avec effet immédiat. Plus de chèques discrets. Deuxièmement, je voulais informer le gestionnaire du prêt par écrit que je ne prendrais plus en charge les paiements en retard sur le compte, et demander formellement la procédure et les chiffres pour me libérer de mes obligations. Vous êtes tout à fait dans votre droit pour les deux, a déclaré Aaron. Vous n'êtes pas obligé de subventionner un co-emprunteur éternellement. Il m'a aidé à rédiger la lettre cet après-midi-là. Elle était courte et banale. Le genre de lettre qui change une vie sans hausser le ton. J'ai informé le gestionnaire de ma position. J'ai demandé un décompte de remboursement et les conditions requises pour retirer mon nom. J'ai précisé en termes clairs que tout manque à gagner futur ne serait plus couvert par moi. Je l'ai signé. Georgia Palmer. Le même nom que sur la page 4, 11 ans plus vieux. Je l'ai posté 4 jours avant Noël. Je veux que vous remarquiez quand cela s'est produit. L'élément décisif, le véritable tournant de toute l'histoire ne s'est pas produit à la table du dîner. Cela s'est passé dans un bureau de poste tranquille, un mercredi, sans personne pour regarder, sans discours, sans éclat. Au moment où j'ai pris la route pour Dayton pour Noël, tout était déjà fait. Le sol n'était déjà plus là. La maison s'effondrait déjà. Il ne pouvait tout simplement pas encore le sentir. Je serais assise à cette table, près de la porte cassée, lorsque la première fissure les atteindrait. Et la seule chose que je prévoyais de faire était de dire calmement la vérité une fois, puis de partir. Et les gens continuent de me demander pourquoi je n'ai pas simplement signé le chèque pour maintenir la paix. C'est le problème quand on sert de filet de sécurité à sa famille. Personne ne remercie le filet. On ne le voit même pas. On ne le remarque que le jour où il disparaît enfin et qu'on percute le sol qu'on jurait pourtant solide. J'avais été ce filet pendant 11 ans. Ce mois de décembre-là, j'ai décidé de découvrir ce qui se passerait si je m'écartais simplement. Si vous avez déjà été le filet de sécurité de quelqu'un, restez avec moi pour la suite et abonnez-vous. Brett, enhardi, s'est rapproché. Écoute, je ne demanderai jamais, a-t-il dit en demandant justement. Mais le budget de la maison a été serré. Si tu pouvais me dépanner de quelque chose, même un prêt. Il a cité un chiffre, puis un autre encore plus grand. À la fin du repas, le prêt s'était transformé en « t'as juste part à donner ». Comme si mon entreprise avait été un projet familial que j'avais égoïstement encaissé seul. Ashley a prononcé la réplique qu'ils avaient visiblement répétée, « Après tout ce que tes parents ont fait pour toi pendant ton enfance, a-t-elle dit, tu laisserais vraiment ton propre frère perdre sa maison ?» J'ai presque admiré l'audace de la chose. Tout ce que mes parents avaient fait pour moi. J'ai dressé la liste mentalement en silence. Le dépôt de garantie de l'appartement qu'ils avaient refusé de co-signer. Les frais de scolarité qu'ils avaient payés pour lui 2 fois. Le camion, le loyer, la maison avec mon nom dessus, les $4000 de mes économies pour l'apport initial. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi tenait dans un dé à coudre. Et tout ce qu'ils m'avaient pris remplirait cette maison jusqu'au toit. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Pas encore. Brett, me voyant silencieuse, a pris cela pour de la faiblesse. L'argent de la famille revient à la famille, Georgia, a-t-il dit comme s'il citait un proverbe au lieu de l'inventer sur le champ. C'est comme ça que ça marche. J'ai regardé mon frère, qui de sa vie n'avait jamais réussi à refinancer quoi que ce soit par lui-même,
qui était assis dans une maison dont il ignorait qu'elle coulait, en train de me faire la leçon sur la façon dont l'argent revenait à la maison. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Et je le pensais. J'avais encore une dernière chose à confirmer avant Noël. J'ai appelé Aaron le lundi matin. Avant que je ne parte ce dimanche-là, mon père m'a suivi sur le porche. La porte moustiquaire a claqué derrière nous, le loquet ne se fermant sur rien, comme d'habitude. Denis est tenu là, les mains dans les poches, regardant le jardin. Et pendant un instant, et n'était qu'un vieil homme dans le froid. Ta mère ne devrait pas insister comme ça, a-t-il dit doucement. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un soutien de sa part que j'eusse entendu en 34 ans. Je sais que ça n'a pas été équitable, a-t-il poursuivi, entre toi et ton frère. Je le sais. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré très légèrement, contre ma volonté. J'ai attendu une seconde. J'ai cru que mon père allait s'excuser, et j'ai réalisé à quel point j'avais désiré cela toute ma vie. Puis il a soupiré et a tout gâché, mais tu t'en es bien sorti, Georgie. C'est toujours le cas pour toi. Et Brett. Il n'est pas fort comme toi. Il a besoin d'aide. Nous avons fait ce que nous devions faire pour celui qui ne pouvait pas s'en sortir seul. Voilà. La même arithmétique, portant simplement un visage plus triste. Je m'en étais bien sorti, donc je ne méritais rien. Brett ne pouvait pas s'en sortir, donc il méritait tout. Ma force avait toujours été la raison de me donner moins. Il m'a alors avoué, presque comme une confession, qu'il avait retiré la valeur nette de sa propre maison des années auparavant pour aider Brett, que leur retraite était bien plus mince que ma mère ne le pensait, qu'il avait peur. Et j'ai eu de la peine pour lui. Vraiment. Mais sa peur n'est pas un titre de propriété sur ma vie. Je suis désolé que tu aies peur, papa, ai-je dit. Et je le pensais. Mais tu as dépensé ton filet de sécurité pour le mauvais fil. J'ai repris la route de Columbus dans la nuit. Il n'a pas demandé de quel fils je parlais. La lettre que j'avais envoyée fit son travail dans l'ombre pendant que la famille était occupée à planifier comment dépenser mon argent. 3 jours avant Noël, le gestionnaire du prêt traita mon avis. Le paiement de décembre se révéla insuffisant, comme toujours. Mais cette fois-ci, aucun chèque discret ne provint de Columbus pour couvrir le manque. Pour la première fois en 11 ans, le déficit resta impayé et le compte passa en situation de retard de paiement. Brett reçut l'avis par courrier la même semaine. Je sais exactement à quoi il ressemblait, car j'avais reçu ses avis pendant une décennie avant de les archiver. En souffrance, action requise, un montant assorti d'une date limite. Brett n'en avait jamais vu auparavant parce que je m'étais toujours assuré qu'il n'eût pas à le faire. Il n'avait aucune idée de ce qui avait changé. Il n'avait aucune idée que ce changement, c'était moi. Finalement absent de l'équation, il appela mes parents en panique au lieu de m'appeler moi, car dans son esprit, j'étais désormais celle qui avait de l'argent, et non celle qui avait soutenu sa maison depuis le début. L'ironie était presque trop parfaite. Il passa toute cette semaine-là à croire que sa grande sœur thésaurisait 25 millions de dollars tout en refusant de l'aider, sans jamais soupçonner une seule seconde que l'aide avait été là, silencieuse, pendant tout ce temps, et qu'elle avait tout simplement cessé. Ma mère m'a appelé, paniquée, disant que l'hypothèque de Brett avait pris du retard pour une raison obscure et que la banque avait dû faire une erreur. J'ai laissé l'appel aller vers la messagerie vocale. Il n'y avait pas d'erreur. Il y avait juste, pour la première fois, la vérité qui arrivait selon son propre calendrier. Je n'avais pas eu à lever le petit doigt à cette table. La maison s'en chargeait déjà. Il n'avait simplement pas encore appris à lire son écriture. Je l'avais apprise de force il y a 11 ans. Brett finit par m'appeler lui-même la veille du réveillon de Noël. Pas de point d'exclamation cette fois. Il criait avant même que je n'ai dit bonjour. La maison avait du retard. La banque envoyait des lettres. Est-ce que j'étais au courant? Parce que le timing était diablement pratique, non? Juste après que tout le monde eut appris pour mon argent. Je le laissai s'essouffler. Puis je dis la chose la plus calme que j'ai jamais dite à mon frère, Brett, refinance la maison à ton propre nom. Silence. Comme je te le demande depuis 11 ans, poursuivis-je. Retire mon nom. Fais en la tienne, comme maman et papa le racontaient à tout le monde. Encore du silence, puis une voix plus petite, celle qui se cachait sous les cris. Je ne peux pas, dit-il. Ils m'ont dit que je ne me qualifiais pas.
Mon crédit, mes revenus. Je ne peux pas obtenir d'approbation seul. Et c'était là la première chose vraie que mon frère me disait depuis des années. Je sais, dis-je doucement. Tu n'as jamais pu. C'est pour cela que mon nom est dessus depuis que tu as 26 ans. Je l'entendais essayer de faire le calcul qu'il n'avait jamais eu à faire. Attends, dit-il, ton nom sur ma maison. Sur notre maison, dis-je. Page 4. Co-emprunteuse. J'ai versé 4000 $ pour l'apport et j'ai couvert tes déficits pendant 11 ans. Une longue et affreuse pause. Alors pourquoi est-elle en retard maintenant, chuchota Théil. Parce que j'ai arrêté, dis-je. C'est tout. J'ai simplement arrêté. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste laissé mon frère faire face, pour la première fois de sa vie, à une conséquence. On se voit au dîner, dis-je, et je raccrochai. Demain, je dirai tout cela une fois devant tout le monde, puis je partirai. Bien sûr, Brett appela notre mère à la seconde où nous avions raccroché. Et bien sûr, elle m'appela. Et bien sûr, elle avait décidé que la méchante de l'histoire, c'était moi. C'est le problème avec l'arithmétique familiale qui ne fonctionne que dans un sens toute votre vie, même la vérité est inscrite du mauvais côté du grand livre de comptes. Comment as-tu pu, dit-elle, ce n'était même pas une question. Comment as-tu pu faire ça à ton frère à Noël? Je lui demandai ce qu'elle pensait exactement que j'avais fait. Tu le punis, dit-elle. Tu as toujours éprouvé de la rancœur envers lui. Et maintenant que tu as de l'argent, tu t'en sers pour le ruiner par jalousie. De la jalousie? J'avais dépensé 71 000 $ pour garder un toit au-dessus de la tête de son fils. De l'argent dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Et elle avait trouvé le moyen de qualifier cela de jalousie. Je ne lui donne rien et je ne lui prends rien, dis-je. Je ne paie simplement plus pour une maison que je n'aurais jamais dû financer. Elle n'écoutait pas. Elle n'avait jamais écouté. Elle se replia sur sa vieille ligne de défense habituelle, nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions, dit-elle. On ne pouvait parier que sur un seul cheval, Georgia. Tu le sais. On savait que tu t'en sortirais toujours. On ne peut parier que sur un seul cheval. Cette phrase qui avait façonné toute mon enfance était maintenant présentée comme une excuse pour laisser son fils se noyer sous une dette que j'épongeais depuis 10 ans. Pour la première fois, cela ne résonna pas comme une blessure. Cela résonna comme un aveu. Elle m'avait dit la vérité sur cette famille 34 ans plus tôt, et j'avais passé ma vie à essayer de lui prouver qu'elle avait tort en me rendant indispensable. J'avais fini de le prouver. On se voit au dîner, maman, dis-je. J'ai appelé Aaron une dernière fois le matin de la veille de Noël parce que je voulais entrer dans cette maison en sachant précisément ce qui était vrai et en ne disant rien que je ne puisse assumer. Je lui ai demandé de me confirmer où en étaient réellement les choses. Il s'est montré prudent, comme le sont les bons avocats. Voici ce que je peux vous dire, a-t-il dit. Vous avez légalement cessé de couvrir les déficits. Le compte est en souffrance. Si votre frère ne peut pas le mettre à jour et ne peut pas le refinancer à son nom, le prêteur finira par recourir au recours prévu par le billet à ordre. Ce qui signifie? Ai-je demandé. Ce qui signifie que, selon toute vraisemblance, la maison sera vendue pour rembourser le prêt, a-t-il dit. Mais comprenez bien que vous ne contrôlez pas le calendrier et que ce n'est pas instantané. Le gestionnaire a sa propre procédure. Un tribunal peut être impliqué. Personne ne peut vous promettre exactement comment ni quand cela se résoudra. J'ai apprécié qu'ils ne me vendent pas du rêve. Et mon nom? Quand le prêt sera remboursé, que ce soit par vente ou refinancement, votre nom sera retiré. Vous repartez libre de toute obligation. Cette partie-là est solide. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'allais pas à cette table pour menacer qui que ce soit ou promettre des issues que je ne pouvais garantir. J'allais leur dire ce que j'avais fait, ce qui était vrai et ce que je ne ferais plus. Ensuite, j'allais mettre mon manteau et rentrer chez moi, dans une maison qui était entièrement la mienne, sans le nom de quelqu'un d'autre dessus et sans le poids de quelqu'un d'autre sur le dos. J'ai préparé un petit sac au cas où je devrais partir vite. Je ne prévoyais pas de rester longtemps. Je le dirai une fois calmement devant eux tous. Et puis, pour la première fois en 34 ans, je laisserai la porte claquer derrière moi sans me retourner pour réparer le loquet.
le dîner de Noël était à 18h et je suis arrivé à 18h pile parce que je n'allais donner à personne la satisfaction de dire que j'étais en retard en plus du reste. La maison sentait comme toujours le clou de girofle, le jambon, le sapin de Noël en céramique sur le buffet avec ses petites broches lumineuses en plastique, celui que ma mère exposait chaque année de ma vie. L'horloge en forme de soleil faisait son tic-tac au-dessus de la table. La belle vaisselle en porcelaine était de nouveau sortie. Les liserés dorés captaient la lumière. 6 couverts. Brett en bout de table, ma chaise près de la porte. Il y a des choses qu'une famille ne changera jamais. Même quand le sol s'effondre sous ses pieds, ils étaient tous là. Ma mère, le visage crispé et pleine de droiture offensée. Mon père, qui refusait de croiser mon regard. Brett, livide et défait, comme un homme qui n'avait pas dormi, ce qui était le cas. Ashley perché à ses côtés, m'observant comme on guette la météo qu'on a soi-même déclenchée. 2 tantes plus loin à table, qui avaient visiblement été briefées et affichaient des visages désapprobateurs. Tout le jury était réuni. Je me suis assise sur ma chaise près de la porte moustiquaire cassée. Le loquet cliquetait contre le montant sous le vent de décembre. Ce petit cliquetis familier. Le son de la seule chose dans cette maison que personne d'autre que moi ne prenait la peine de maintenir fermée. J'ai croisé les mains. J'ai attendu. J'avais appris il y a longtemps, en restant assise avec des gens effrayés dans le noir, qu'on ne remplit pas un silence pour se rassurer. On le laisse faire son travail. Alors je l'ai laissé faire. Et en face de moi, mon frère, qui avait passé toute sa vie à se faire offrir la place d'honneur sans jamais avoir à la mériter, a ouvert la bouche, et la soirée a commencé à voler en éclats. Brett n'a même pas attendu la fin des grâces. Il a posé sa fourchette avant même que les assiettes ne soient pleines et m'a regardé avec des yeux déjà humides. « Je vais perdre la maison », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur ces mots. « Tu comprends ça ? Ils vont me prendre ma maison. » Ma mère s'est tendue vers lui. Mon père a étudié le jambon. J'ai une femme. J'ai une vie là-bas. Et toi, tu es assise sur 25 millions de dollars. Il a prononcé ce chiffre comme une accusation, comme si je l'avais volé dans sa poche. Tu pourrais régler ça en un coup de fil. Et tu refuses de le faire ? J'ai gardé les mains croisées. Combien penses-tu qu'il faudrait pour régler ça, Brett ? Ai-je demandé calmement. Il a lâché le chiffre avant de pouvoir s'en empêcher, 15 millions. La table est devenue silencieuse. Même les tantes semblaient surprises par l'ampleur de la demande. Il avait demandé un prêt 2 semaines plus tôt. Pris de panique, il passait maintenant à 15 de mes 25 millions. Comme si mes 8 années de semaine de 100 heures étaient un pot commun que nous étions tous censés partager. Au moins 15, dit-il, plus doucement en s'entendant parler. Pour être sûr, pour me remettre à flot. Puis mon frère, âgé de 37 ans, a glissé de sa chaise en bout de table et s'est effondré à genoux sur le sol de la cuisine de ma mère, en pleurant. Vraiment en pleurant, d'une manière que je n'avais pas vue depuis notre enfance. « S'il te plaît », a-t-il dit. « S'il te plaît, Georgia, tu es ma sœur. Ne les laisse pas tout me prendre. » Et ma mère, voyant son fils par terre, a déversé toute la force de 34 ans sur moi. Elle s'est levée si vite que sa chaise a grincé sur le sol. « Regarde ce que tu lui fais », a-t-elle hurlé. « Regarde ton frère. C'est toi qui as fait ça. Tu as volé son avenir, Georgia. Tu es entré ici avec ton argent et tu as volé son avenir. » L'horloge en forme de soleil faisait son tic-tac. Le loquet cliquetait. Mon frère pleurait sur le linoléum, ma mère hurlait que j'étais une voleuse, et chaque visage à cette table s'est tourné vers moi, attendant de me voir m'effondrer oxédé comme je l'avais toujours fait. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je les ai tous regardés très calmement et j'ai ressenti, par-dessus tout, une sorte de paix parce que j'ai enfin compris que j'étais la seule personne dans cette pièce à savoir ce qui était réellement vrai. Et j'étais sur le point de le dire une fois, clairement, pour ne plus jamais avoir à me justifier dans cette maison. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai découvert que plus on parle doucement, plus la pièce doit faire silence pour vous entendre, jusqu'à ce que tout le monde se penche vers vous malgré soi. Je veux dire une seule chose, ai-je dit. Et ensuite, je vais finir mon dîner et rentrer chez moi. Ma mère restait debout, respirant bruyamment. Brett a levé les yeux du sol. Cette maison, ai-je dit en faisant un signe de tête vers l'extérieur,
vers la maison de Brett à l'autre bout de la ville, à 2 noms sur le contrat de prêt depuis 11 ans, celui de Brett et le mien. Silence. La tête de mon père s'est relevée lentement. Je ne suis pas co-signataire, ai-je dit. Je suis co-emprunteuse. J'en possède la moitié. C'est le cas depuis que Brett a 26 ans, époque où aucune banque sur Terre ne voulait lui prêter un centime. Et où maman et papa sont montés à Columbus pour me demander d'engager mon nom et $4000 de mes économies pour que la famille puisse acheter une maison à son fils. J'ai laissé cela infuser. Et pendant 11 ans, chaque fois que Brett n'avait pas de quoi payer, j'ai discrètement couvert le manque. $71 420 au total. Aucun d'entre vous ne le savait. C'est la seule raison pour laquelle cette maison n'a pas été saisie. Ashley était devenue très pâle. Brett avait la bouche bée. La certitude de ma mère a vacillé, juste une seconde, pour faire place à quelque chose qui ressemblait à de la peur. La semaine dernière, ai-je dit, j'ai arrêté. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai poursuivi personne. Je ne vous ai pas pris $1. J'ai simplement arrêté de payer pour une maison qu'il ne m'incombait pas de porter. La seule façon pour que mon nom soit retiré de ce prêt maintenant, c'est que Brett le refinance à son nom. Et nous savons tous qu'il en est incapable. J'ai regardé mon frère au sol. Tu n'as pas perdu ton avenir, Brett. Tu as vécu sur le mien depuis tes 26 ans. J'ai juste arrêté de te le prêter. Ma mère a retrouvé une voix fluette et tremblante. L'argent de la famille, commença-t-elle, revient à la famille. Tu as raison, ai-je dit, et pour la première fois de la soirée, je me suis permis un sourire, léger et fatigué. C'est vrai. Il revient enfin à la maison. J'ai repris ma fourchette. À moi. Personne ne bougea. L'horloge faisait son tic-tac. Quelque part sous la table, mon père exhala un long et profond soupir, comme un homme qui connaissait la vérité depuis 11 ans et qui venait tout juste d'être contraint de l'entendre à voix haute. J'ai pris une bouchée de ce jambon que j'avais pratiquement payé. Il était excellent. Pendant une seconde, personne dans cette cuisine ne sut quoi faire face à une Georgia qui ne sciait pas. Puis, ma mère fit la seule chose qu'elle savait faire, elle haussa le ton. Après tous les sacrifices que nous avons faits, s'écria-t-elle. Nous avons fait de notre mieux. Nous ne pouvions parier que sur un seul cheval. Tu le sais. Nous te l'avons dit. J'ai posé ma fourchette et je lui ai adressé mes dernières paroles. Doucement, car ce n'était pas une attaque. C'était simplement, enfin, la vérité. Tu as dit que vous ne pouviez parier que sur un seul cheval, maman. Tu avais raison, ai-je dit. Mithu a passé 34 ans à regarder du mauvais côté de l'écurie. Elle s'est arrêtée. Les tantes ont regardé leurs assiettes. Ashley s'était décalée de quelques centimètres pour s'éloigner de Brett, comme le font les gens lorsqu'ils réalisent qu'ils ont misé sur le mauvais cheval. Et mon frère, toujours à moitié par terre, m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas même de la peur. De la reconnaissance, précisément. La prise de conscience, avec 11 ans de retard, de ce que j'avais réellement été pour lui pendant tout ce temps, de ce que cela m'avait coûté, et du peu d'efforts qu'ils avaient fait pour s'en rendre compte. Je me suis levé. La chaise près de la porte cassée a grincé en reculant. Le loquet a cliqueté dans le vent. Ce vieux son familier, le seul que personne d'autre que moi n'avait pris la peine de retenir contre le froid. Je n'allais pas le retenir ce soir. J'ai enfilé mon manteau. Ma mère parlait encore, mais ses mots devenaient de plus en plus lointains, comme le grondement d'un orage qu'on vient de dépasser. Je ne suis en colère contre aucun d'entre vous, ai-je dit depuis le pas de la porte. Et je le pensais, ce qui m'a surprise plus que tout. Je ne vais pas me battre contre vous. Je ne vais pas porter plainte. J'ai passé ma vie entière sur le ring de cette famille, et j'en sors enfin. J'ai regardé Brett. J'espère que tu trouveras une solution pour la maison. Vraiment. Mais ce n'est pas moi qui la trouverai pour toi. Plus maintenant. J'ai regardé mes parents. Ne m'appelez pas pour de l'argent. Je ne répondrai pas. Si jamais vous voulez m'appeler pour autre chose, quelque chose qui n'est pas un chiffre, je décrocherai. Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Puis j'ai ouvert la porte et le vent s'y est engouffré, et le loquet cassé a heurté le montant de la porte comme il l'avait fait toute ma vie. Pendant 34 ans,
j'avais été celle qui se retournait pour la refermer doucement, pour réparer ce que personne d'autre ne réparait, pour bloquer le froid afin que tout le monde à l'intérieur reste bien au chaud. Je suis sorti sur le porche. J'ai laissé la porte osciller. Je ne me suis pas retourné et je n'ai pas tendu la main vers l'arrière. Et derrière moi, je l'ai entendu cogner une fois, 2 fois, libre et tremblante. Puis j'ai descendu les marches pour m'enfoncer dans l'obscurité froide et pure. Et pour la première fois de ma vie, ce loquet était le problème de quelqu'un d'autre. Voici comment les choses se sont terminées. Puisque je sais que vous voulez savoir, Brett n'a pas pu refinancer. Bien sûr que non. Cela ne s'est pas fait d'un coup, de la manière dont une partie de moi-ci était préparée. Le gestionnaire a fait ce que font les gestionnaires, il a envoyé les avis, a donné à Brett un délai pour mettre le prêt à jour et a attendu l'échéance requise par les documents. Il n'a pas pu régulariser la situation, et aucun chèque discret ne vint plus à sa rescousse. 3 mois après le début de la nouvelle année, ce délai étant expiré et le compte étant trop en retard pour être sauvé, le prêteur a entamé des démarches pour récupérer ce qui lui était dû, et la maison a été mise en vente pour rembourser le prêt. Elle fut vendue au printemps à un jeune couple qui attendait un bébé, ce qui m'a plu car au moins, cet érable ferait de l'ombre à quelqu'un qui l'avait mérité. Lorsque le prêt fut remboursé lors de la signature finale, mon nom fut enfin retiré du contrat 11 ans effacé par une simple ligne sur un document de règlement. J'étais libre. La retraite de mon père était plus mince que ma mère ne l'avait jamais compris, et ils ont déménagé pour un endroit plus petit, discrètement, comme ils faisaient pour tous ceux qui les embarrassaient. Ashley a quitté Brett dans l'année. Il s'est avéré que sa loyauté allait à une maison et à un statut. Et une fois ceci disparu, elle est partie aussi. Brett est locataire aujourd'hui, comme je l'étais à 18 ans. Et j'ai entendu dire qu'il apprenait l'arithmétique que nous autres avions apprise il y a bien longtemps. Je n'ai rien célébré de tout cela. Il n'y avait aucun triomphe à regarder une famille que j'aimais se déchirer le long des coutures qu'ils avaient eux-mêmes cousues, mais j'ai dormi. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dormi! J'ai pris l'argent que j'avais de côté et j'ai fait une chose importante pour moi avec une partie de cette somme, j'ai créé une bourse d'études pour les aides-soignantes, CNA. Pour les femmes qui payaient leur formation par elles-mêmes, comme je l'avais fait, et je l'ai nommée en l'honneur de Patricia Vance. Elle est venue à la première cérémonie en fauteuil roulant, à 92 ans, toujours aussi combative. Et quand ils ont lu son nom, elle a serré ma main et a dit, voilà, ça c'est de l'argent de famille qui revient à la maison. Nous avons toutes les deux ri aux larmes. Mes parents n'étaient pas là. Ils ne savaient pas. Et pour la première fois, cette absence n'a pas résonné comme une blessure. C'était juste du calme. Le bon genre de calme. J'ai appris à cette table quelque chose que j'aurais aimé savoir à 18 ans, assise sur cette chaise exposée au courant d'air près de la porte. On peut aimer les gens de tout son cœur et refuser malgré tout d'être le sol sur lequel ils se tiennent. On peut être la personne la plus forte de la pièce et décider malgré tout de poser la pièce par terre. Et le jour où vous arrêtez enfin de rattraper tous ceux qui se laissent faire avec plaisir, vous découvrez ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez, vous n'y êtes pas celle qui avait besoin d'être soutenue. Vous pouvez tenir debout. Vous l'avez toujours pu. C'est ainsi qu'une fille silencieuse a récupéré son nom. La belle porcelaine. La page 4. Les 71 000 $. Des choses pour lesquelles personne ne l'a jamais remercié. Si vous avez déjà été le filet de sécurité qu'une famille a oublié de voir, écoutez bien.